je me détendais dans mon appartement d'une chambre par un samedi matin paisible quand ma mère, Linda, a fait irruption par la porte d'entrée sans frapper, traînant de grandes valises derrière elle. Ma sœur Jessica la suivait, l'air embarrassé mais déterminé. « Mon fils, voici la nouvelle propriétaire de ton appartement », a déclaré ma mère avec un sourire cruel, en faisant un geste vers Jessica. « Je prends ta chambre pour ta sœur, alors jette toutes tes affaires immédiatement. » Mon père, Robert, est apparu, me jetant ma veste en cuir directement au visage. C'est alors que j'ai souri calmement et dit, « En fait, nous devons parler de cela. » La matinée avait pourtant commencé si paisiblement. Je savourais ma deuxième tasse de café en lisant la section sportive du journal. Portant encore mon jogging gris confortable et mon t-shirt de l'université, la lumière du soleil pénétrait par les fenêtres de mon appartement modeste mais bien entretenu, illuminant les meubles que j'avais soigneusement choisis et achetés pièce par pièce au cours de la dernière année et demie. Ma télévision diffusait calmement les informations matinales en arrière-plan, et j'avais prévu de passer la journée à travailler sur un petit projet de menuiserie dans ma chambre d'amis. Le fracas soudain de ma porte d'entrée s'ouvrant à la volée a complètement brisé cette tranquillité. Ma mère est entrée en trombe comme si l'endroit lui appartenait, le visage figé dans cette expression familière de détermination vertueuse qui m'avait terrorisé tout au long de mon enfance. Elle portait sa meilleure tenue de manipulation, la robe bleu marine qu'elle réservait pour l'église et les affaires familiales sérieuses, ses cheveux grisonnants tirés en un chignon sévère et ses lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou comme un insigne d'autorité. Derrière elle, Jessica luttait avec deux énormes valises, manifestement bouclées à la hâte. Ma jeune sœur semblait mal à l'aise et refusait de croiser mon regard, ses cheveux blonds ébouriffés et son attitude habituellement enjouée remplacée par quelque chose qui ressemblait étrangement à de la culpabilité. Elle ne cessait de regarder alternativement notre mère et le sol, comme si elle aurait préféré être n'importe où ailleurs dans le monde. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» ai-je demandé en posant ma tasse de café et en me levant de mon fauteuil en cuir confortable, le tout premier vrai meuble que j'avais acheté avec mon propre argent. « Surveille ton langage, Jimmy », a rétorqué ma mère comme si j'avais encore 12 ans au lieu de 26. Ta sœur a besoin d'un endroit où loger, et cet appartement a amplement de place pour vous deux. J'ai déjà décidé de la répartition des couchages. C'est alors que mon père, Robert, est apparu dans l'embrasure de la porte, remplissant le cadre de sa stature imposante de 1,88 mètres et de ses larges épaules. Il a inspecté mon espace de vie avec le même regard calculateur qu'il utilisait pour estimer les coûts de construction dans son entreprise d'entrepreneuriat. Sans avertissement ni explication, et a attrapé ma veste en cuir préférée au porte-manteau près de la porte et l'a projetée directement vers ma tête. « Vide ta chambre, fiston », a-t-il ordonné de cette voix rauque qui m'avait intimidé pendant la majeure partie de ma vie. « Jessica a plus besoin de cet espace que toi. Tu peux dormir sur le canapé ou te débrouiller autrement. » La veste m'a frappé de plein fouet au visage, exhalant l'odeur familière d'assouplissant pour cuir et du parfum pour lequel je m'étais ruiné à Noël dernier. Pendant un instant, ce léger impact m'a ramené à d'innombrables souvenirs d'enfance où j'étais bousculé, ignoré et traité comme si mes besoins et mes désirs n'avaient aucune importance face aux exigences familiales. Courant après cette indépendance, quelque chose avait changé en moi au cours de ces dernières années. Au lieu de la soumission automatique qu'ils attendaient, j'ai senti un calme inhabituel s'installer dans mon esprit. J'ai rattrapé la veste avec aisance, les posé sur mon bras et les ai regardés chacun dans les yeux d'un regard soutenu qui a semblé les surprendre. 20 minutes plus tard, ma famille est revenue de sa concertation dans le couloir avec une stratégie complètement différente. L'arrogance agressive avait fait place à quelque chose de bien plus manipulateur et dévastateur sur le plan émotionnel. Les yeux de ma mère étaient rouges et humides alors qu'elle s'asseyait sur mon canapé à côté de Jessica, qui semblait maintenant retenir ses propres larmes. Robert s'est posté près de la fenêtre, les bras croisés et l'expression sombre. « Jimmy », a commencé Linda, sa voix tremblante d'une émotion soigneusement orchestrée. « Il y a quelque chose d'important concernant la situation de Jessica que nous ne t'avons pas encore dit. » Jessica a levé les yeux vers moi avec un véritable désespoir dans le regard. « Je suis enceinte, Jimmy. De 3 mois. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Ma sœur n'avait que 23 ans, sortait à peine de l'université et n'était certainement pas en position d'élever un enfant. Je me suis laissé glisser dans mon fauteuil, essayant de digérer cette nouvelle. « Félicitations », ai-je dit faiblement, incertain de la réponse appropriée. « Ce n'est pas tout », a ajouté Robert d'un ton sombre. « Elle a été expulsée de son appartement il y a 2 semaines. Elle dort dans sa voiture depuis lors. »
Linda a sorti un avis d'expulsion froissé de son sac à main et me l'a tendu. L'entête officielle de Pine Valley Appartement indiquait une mise en demeure datant de 14 jours, exigeant que Jessica libère les lieux immédiatement en raison de 3 mois de loyers impayés totalisant $4 200. J'ai perdu mon emploi dans l'agence de marketing il y a 6 mois, a expliqué Jessica en pleurant. J'ai essayé de trouver autre chose, mais avec les symptômes de la grossesse et tout le reste, cela a été impossible. J'ai pris du retard sur le loyer et la société de gestion n'a pas voulu négocier de plan de paiement. J'ai eu le cœur brisé en l'entendant raconter qu'elle dormait dans sa voiture citadine sur divers parkings de la ville, utilisant les toilettes des fast-food pour se débarbouiller et survivant grâce à des barres de céréales et du café de station-service. Elle porte notre petit enfant, Jimmy, a dit ma mère, la voix lourde d'une culpabilité implicite. Ton neveu ou ta nièce va naître dans 5 mois et demi, et pour l'instant, ils n'ont même pas de toit au-dessus de la tête. Robert a fait un pas en avant, son ton se faisant plus agressif, et te voilà, vivant seul dans tout un appartement avec une chambre d'amis, à pinailler sur des titres de propriété et des traites de prêt alors que ta sœur enceinte dort dans une voiture. La manipulation affective était orchestrée de main de maître. Il m'avait positionné comme le frère sans cœur qui se souciait plus des détails juridiques que du bien-être de sa famille. Tous mes bons instincts me criaient d'offrir immédiatement à Jessica la chambre, l'appartement, tout ce dont elle avait besoin. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de cela, ai-je demandé. Nous avons appris l'expulsion il y a 3 jours, a répondu Linda. Jessica était trop embarrassée pour nous dire qu'elle avait perdu son travail et accumulé des retards de loyer. Elle essayait de tout gérer seule. Jessica a essuyé ses yeux avec un mouchoir. Je sais que c'est une énorme contrainte, Jimmy. Je n'ai jamais voulu imposer mes problèmes à qui que ce soit. En revanche, quand maman et papa ont proposé de te parler pour obtenir une aide temporaire, j'étais tellement désespéré que j'ai accepté de venir. Une aide temporaire, ai-je répété, en regardant directement ma mère. De quel niveau de temporaire parle-t-on? Juste le temps qu'elle se remette sur pied, a dit Linda vaguement. Quelques mois, peut-être assez longtemps pour trouver un travail, économiser un peu et régler sa situation de logement avant l'arrivée du bébé. Robert a sorti son portefeuille et m'a montré une photo de la voiture de Jessica, une Honda Civic délabrée avec la banquette arrière encombrée de sacs poubelles remplis de ses affaires. Est-ce vraiment ainsi que tu veux que ta sœur et ton futur neveu ou nièce vivent? La culpabilité était écrasante. J'étais là, confortablement installé dans mon propre appartement, à débattre de propriété et de limites alors que Jessica faisait face au sans-abrisme pendant sa grossesse. Quel genre de frère étais-je? Quel genre de personne serais-je si je privilégiais les droits de propriété au bien-être familial? Pourtant, quelque chose dans leur mise en scène me chiffonnait. Le timing semblait trop commode, trop parfaitement orchestré pour maximiser l'impact émotionnel. De plus, l'histoire de Jessica contenait de petites incohérences qui ne collaient pas tout à fait. Jessica, ai-je dit doucement, quand tu dis que tu dors dans ta voiture depuis 2 semaines, où te gares-tu exactement? Elle a hésité un instant de trop. À différents endroits. Surtout sur les parkings de Walmart, parfois derrière le restaurant ouvert 24h24 sur la route 9. Est-ce que tu te douches quelque part? Tu fais ta lessive? Autre pause. La salle de sport où j'avais un abonnement me laisse parfois utiliser les installations. Et il y a une laverie automatique sur la 5e rue qui a des toilettes. Et pour les repas? Est-ce que tu manges assez? Tu as une alimentation adaptée pour la grossesse? Jimmy, est intervenue ma mère d'un ton sec, pourquoi cet interrogatoire? Ta sœur vient de te dire qu'elle est sans abri et enceinte, et tu la grises sur son quotidien. Mais j'ai insisté, mes instincts me dictant que quelque chose clochait. Jessica, as-tu vu un médecin pour la grossesse? Prends-tu des vitamines prénatales? Bien sûr que oui, a répondu Robert à sa place. Nous ne sommes pas des gens irresponsables, Jimmy. Quel médecin? Je veux m'assurer que tu reçois les soins appropriés. Jessica semblait mal à l'aise. Le docteur Martinez à la clinique pour femmes sur l'avenue centrale, mais j'ai manqué mon dernier rendez-vous parce que je ne pouvais pas payer la consultation. J'ai pris mentalement note de vérifier cette information plus tard. Et le père du bébé, où est-il dans tout ça? La question a provoqué une tension visible chez les 3 membres de ma famille. Le visage de Jessica a pâli et mes parents ont échangé un nouveau regard chargé de sous-entendus. C'est compliqué, a dit doucement Jessica. Compliqué comment? Le père n'est plus dans le décor, a répondu rapidement Linda.
Ils ont rompu quand Jessica lui a parlé de la grossesse. Il ne voulait rien avoir à faire avec cette responsabilité, alors il n'apporte aucun soutien financier. L'histoire était déchirante et je ressentais une réelle sympathie pour la situation de ma sœur. Mais plus je posais de questions, plus ma famille devenait fuyante et mal à l'aise. Les petits détails ne s'accordaient pas, et leurs réponses semblaient répétées plutôt que spontanées. « Écoute, Jimmy, » a dit Robert, perdant visiblement patience, « nous pourrons discuter de tous ces détails plus tard. Pour l'instant, ta sœur enceinte a besoin d'un endroit où dormir ce soir. Vas-tu l'aider, ou vas-tu la laisser retourner dormir dans sa voiture ?» L'ultimatum était clair, et la pression émotionnelle était énorme. Il m'avait acculé dans un coin où la moindre hésitation me faisait passer pour quelqu'un de cruel et d'égoïste. Mais j'avais appris à reconnaître la manipulation au fil des ans. « Bien sûr que je veux aider Jessica », ai-je dit prudemment. Mais avant de prendre des dispositions, je dois voir la situation de la voiture par moi-même. Si elle vit vraiment dans sa Honda depuis 2 semaines, nous devons récupérer ses affaires et évaluer ses besoins immédiats. Les yeux de Jessica se sont agrandis dans ce qui ressemblait étrangement à de la panique. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, la plupart de mes affaires ne sont que des vêtements et des objets personnels. Rien qui ne puisse attendre, ai-je insisté fermement. Si ma sœur est sans abri, je veux comprendre toute l'étendue de la situation avant que nous fassions des plans. Où est garée la voiture en ce moment ? Le silence qui a suivi était révélateur. Ma famille s'est regardée avec une anxiété croissante, et j'ai su que je tenais une piste importante. La voiture est chez une amie, a dit rapidement Jessica, sans me regarder. Je ne voulais pas la mener ici pour que les voisins ne te jugent pas négativement. Quelle amie, ai-je demandé. Tu ne la connais pas, a répondu Jessica, d'une voix de plus en plus basse. Essaie pour voir. Je pourrais te surprendre. Ma mère est intervenue agressivement. Jimmy, c'est ridicule. Ta sœur a besoin d'aide, pas d'une enquête sur ses conditions de vie. Ne peux-tu pas simplement accepter qu'elle soit dans une situation difficile et lui offrir ton soutien ? Mais j'en avais assez d'être manipulé. Non, maman. Je ne peux pas simplement l'accepter parce que si Jessica est vraiment sans abri et vit dans sa voiture, nous devons régler cela immédiatement. Mais s'il y a d'autres facteurs que j'ignore, nous devons aussi en discuter. J'ai sorti mon téléphone. Quels sont le nom et l'adresse de cet ami ? Je vais y aller en voiture tout de suite pour aider à ramener les affaires de Jessica ici. La panique dans les yeux de Jessica est devenue indéniable. Jimmy, s'il te plaît. Ce n'est pas nécessaire. Je pourrai récupérer mes affaires plus tard. Jessica, ai-je dit doucement mais fermement. Si tu as dormi dans une voiture pendant 2 semaines tout en étant enceinte, la question de tes affaires est une urgence. Des vêtements propres, des articles de toilette, tous les médicaments dont tu pourrais avoir besoin. Ce ne sont pas des choses qui peuvent attendre. Robert a tenté une autre approche. Fiston, tu réfléchis trop. Concentre-toi sur le problème principal. Ta sœur a besoin d'un endroit où loger. Le problème principal, ai-je répondu, c'est que je reçois des informations contradictoires sur la situation de Jessica. Et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe réellement avant de m'engager dans des arrangements à long terme. Je me suis tourné à nouveau vers Jessica avec ce que j'espérais être une expression de compassion. Je t'aime et je veux t'aider, mais j'ai besoin de réponses honnêtes. As-tu vraiment dormi dans ta voiture pendant 2 semaines ? Le silence s'est étiré pendant près d'1 minute entière. Jessica fixait ses mains, des larmes coulant sur ses joues, tandis que mes parents me foudroyaient du regard avec une hostilité croissante. Finalement, Jessica a craqué. Non, a-t-elle chuchoté, je n'ai pas dormi dans ma voiture. Où loges-tu ? Chez notre cousine Amanda. Elle a une chambre d'amis dans son appartement à l'autre bout de la ville. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe dans la pièce. Mes parents semblaient furieux que Jessica ait brisé le scénario qu'ils avaient convenu ensemble, tandis que je ressentais un mélange de soulagement et de colère d'avoir été trompé. Donc, tu n'as pas été sans abri, ai-je dit. Pas exactement, mais le bail d'Amanda se termine à la fin du mois prochain, et elle retourne vivre chez ses parents. Je n'ai vraiment nulle part où aller après cela. Et concernant l'avis d'expulsion, Jessica a sorti le papier froissé de son sac et me l'a tendu. Ça, c'est réel. J'ai vraiment perdu mon appartement, mais Amanda m'a accueilli chez elle juste après que c'est arrivé. J'ai examiné l'avis d'expulsion plus attentivement.
La date indiquait que Jessica avait dû libérer les lieux il y a 3 semaines, et non 2, et l'adresse indiquée correspondait à un complexe d'appartements que je savais relativement cher. Pas le genre d'endroit qu'une personne ayant des difficultés financières choisirait habituellement. À combien s'élevait ton loyer à Pin Valley Appartement, ai-je demandé. 1400 $ par mois pour un appartement d'une chambre. Non, c'était un 2 pièces. J'avais une colocataire, mais elle est partie en décembre et m'a laissé avec la totalité du loyer sur les bras. D'autres pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Donc, tu as payé 2800 $ par mois pour un 2 pièces avec un salaire d'assistante en marketing. Jessica a hoché la tête misérablement. Et quand ta colocataire est partie, au lieu de chercher un logement moins cher ou une autre colocataire, tu as essayé de couvrir la totalité du loyer toute seule. Je pensais que je pourrais m'en sortir. J'obtenais quelques projets en freelance et j'espérais trouver rapidement un travail mieux payé. Ma mère est revenue à la charge, tu vois, c'est exactement pour cela qu'elle a besoin du soutien de sa famille. De mauvaises décisions financières ne signifient pas qu'elle mérite d'être à la rue. Mais elle n'est pas sans abri, ai-je fait remarquer. Elle est logée chez Amanda pour encore un mois, et elle a d'autres options que de s'installer dans ma chambre d'amis. Le visage de Robert rougeoyait de frustration. Jimmy, tu passes à côté de l'essentiel. Chez Amanda, c'est temporaire et après cela, Jessica n'aura nulle part où aller. Nous essayons de planifier et de nous assurer que notre petit enfant aura un logement stable. Et c'est admirable, ai-je dit. Mais cela ne nécessite pas de me mentir en disant que Jessica dort dans sa voiture, ni d'envahir mon appartement avec des ultimatums et des exigences. Je suis allé dans ma cuisine et j'ai rempli 3 verres d'eau, m'accordant un moment pour réfléchir. La grossesse était réelle, je pouvais voir les changements subtils sur le visage et la silhouette de Jessica qui confirmait qu'elle attendait un enfant. L'expulsion était réelle elle aussi, mais la crise avait été dramatiquement exagérée pour manipuler mes émotions et me forcer à obéir immédiatement. Voici ce que je pense qu'il s'est réellement passé, ai-je dit en retournant au salon. Jessica a fait de mauvais choix financiers et s'est fait expulser d'un appartement qu'elle ne pouvait pas se payer. Amanda a proposé une aide temporaire, mais ce logement a une date de fin bien précise. Au lieu d'explorer des options réalistes comme des appartements moins chers, de la colocation ou une aide financière de la famille, vous avez décidé que la solution était de réquisitionner mon appartement. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, a protesté Linda. Alors comment cela s'est-il passé, maman? Parce que l'histoire change chaque fois que je pose une question. Jessica a levé les yeux vers moi, de nouvelles larmes aux yeux. Jimmy, j'ai peur. Je ne sais pas comment être mère célibataire. Je n'ai pas de travail et je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. Quand maman et papa ont proposé de te parler pour me laisser loger ici, cela semblait être la meilleure option pour tout le monde. Qu'est-ce que maman et papa t'ont dit exactement à propos de cet arrangement? Ils ont dit que tu avais mentionné avoir de l'espace en trop et que cela ne te dérangerait pas d'aider la famille en cas de crise. J'ai regardé directement ma mère. Quand ai-je mentionné cela, exactement? La posture défensive de Linda est devenue encore plus marquée. C'était sous-entendu, Jimmy. La famille s'entraide. J'ai supposé que tu voudrais faire ce qui est juste. Donc, vous ne m'avez jamais demandé si Jessica pouvait rester ici avant aujourd'hui. Nous te le demandons maintenant. La conversation a été interrompue par le vrombissement des SMS sur le téléphone de Jessica. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage a blêmi. Qui t'écrit, ai-je demandé, remarquant sa détresse évidente. Personne d'important, a-t-elle dit rapidement, en glissant le téléphone dans son sac à main. Mais j'avais aperçu le nom du contact sur son écran, Derek. Et à en juger par la réaction de panique de Jessica, Derek n'était pas un contact sans importance. Jessica, qui est Derek? La question a provoqué une tension immédiate chez les 3 membres de ma famille. Mes parents ont échangé leurs regards lourds de sens désormais familiers et Jessica a semblé sur le point de fondre en larmes à nouveau. Derek, c'est compliqué, a d'abord dit doucement Jessica. Est-ce que Derek est le père de ton bébé? Oui. Le père qui, soi-disant, ne voulait rien avoir à faire avec la grossesse et t'a laissé tout gérer seul? Jessica a hoché la tête, mais son langage corporel suggérait que l'histoire était bien plus complexe. Et Derek t'écrit en ce moment même. Il m'écrit parfois. Cela ne veut rien dire. Je commençais à comprendre que cette crise familiale était bien plus complexe que ce que l'on voulait m'avouer. Les mensonges et les demi-vérités s'accumulaient,
et je soupçonnais de plus en plus que le rôle de Derek dans la situation de Jessica était bien plus important qu'il ne le laissait entendre. Je pense, ai-je dit prudemment, que nous devons avoir une conversation totalement honnête sur la situation de Jessica, y compris sur l'implication de Derek et sur ce qui motive réellement cette crise de logement. Robert s'est levé brusquement. Jimmy, tu transformes cela en interrogatoire alors que ta sœur a juste besoin d'une aide et d'un soutien de base. Papa, j'essaie de comprendre la véritable situation afin de pouvoir fournir une aide appropriée, mais je ne peux pas prendre de décisions éclairées basées sur des mensonges et de la manipulation. Comme sur commande, l'interphone de mon appartement a retenti. Quelqu'un était en bas et demandait l'accès à l'immeuble. Est-ce que nous attendons quelqu'un d'autre pour cette réunion de famille, ai-je demandé. Les expressions coupables sur les visages de ma famille m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est probablement Derek, a dit doucement Jessica, sa voix dépassant à peine un murmure. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure pour lui dire que nous étions ici. J'ai dévisagé ma sœur avec incrédulité. Tu as invité le père de ton bébé dans mon appartement sans m'en parler? Ce n'était pas mon idée, a dit rapidement Jessica. Il a insisté pour venir quand je lui ai dit où j'étais. L'interphone a retenti à nouveau, de manière plus insistante cette fois. Je me suis dirigé vers le système d'interphone, mais avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Jimmy, Derek veut faire partie de la solution, a dit Linda. Il est là pour nous aider à régler la situation du logement. Le même Derek qui aurait soi-disant abandonné Jessica en apprenant sa grossesse? Robert s'est raclé la gorge. La situation avec Derek est plus compliquée que ce que nous avons expliqué au départ. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. C'est qui? Derek Miller, je viens voir Jessica Thompson et sa famille. La voix était grave et teintée d'une agressivité qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. Et vous êtes le petit ami de Jessica. Nous devons parler. J'ai regardé ma famille avec une colère grandissante. Donc Derek n'a pas abandonné Jessica quand elle est tombée enceinte. Il est toujours son petit ami. Et vous l'avez invité dans mon appartement pour ce guet-apens. Ce n'est pas un guet-apens, a protesté ma mère. Nous avons juste pensé qu'il serait préférable que toutes les personnes concernées puissent discuter de la situation ensemble. J'ai ouvert à Derek, mais j'étais furieux de cette tromperie continue. Absolument tout ce que ma famille m'avait dit sur la situation de Jessica contenait des mensonges ou des omissions majeures. 3 minutes plus tard, Derek a frappé à la porte de mon appartement. Quand j'ai ouvert, je me suis retrouvé face à un homme grand et imposant, visiblement habitué à utiliser sa présence physique pour intimider. Derek mesurait environ 1,93 mètres, avait de larges épaules, des bras très musclés couverts de tatouages et le crâne rasé, ce qui rendait ses traits anguleux encore plus menaçants. Il portait une veste en cuir noir sur un t-shirt gris et un jean foncé, et ses yeux ont immédiatement commencé à scanner mon appartement comme s'il en évaluait la valeur. « Tu dois être Jimmy », a dit Derek, en tendant une main qui a serré la mienne beaucoup plus fort et plus longtemps que nécessaire. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. J'aimerais pouvoir en dire autant, ai-je répondu en dégageant ma main de sa poignée inutilement ferme. Derek est entré dans mon appartement sans attendre d'invitation et s'est immédiatement positionné entre moi et le reste de ma famille. Son langage corporel visait clairement à établir sa domination et à contrôler la conversation. « Sympa, chez toi », a dit Derek, ses yeux répertoriant mes meubles, mes appareils électroniques et ma décoration. « Jessica m'avait dit que tu avais une bonne installation, mais c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce qui t'amène exactement ici, Derek ? Les affaires de famille, a-t-il répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous devons parler de Jessica, du bébé, et de la façon dont tout le monde va assumer ses responsabilités. Jessica semblait de plus en plus mal à l'aise alors que Derek se rapprochait d'elle sur le canapé. Derek, peut-être que nous devrions en discuter en privé d'abord, a-t-elle suggéré. Pas besoin d'intimité entre membres de la famille, a dit Derek, posant une main possessive sur l'épaule de Jessica, ce qui l'a fait tressaillir légèrement. Nous sommes tous ici pour régler la même chose, comment s'assurer que Jessica et mon gamin aient un logement décent. Robert a semblé soulagé de recevoir le soutien de Derek. C'est exact. Nous devons nous concentrer sur les solutions pratiques, pas nous embourber dans des détails techniques sur la propriété immobilière. Derek a hoché la tête en signe d'approbation. Tout à fait. La famille s'occupe de la famille. Et en ce moment, Jessica a besoin d'un endroit stable pour élever notre enfant. Jimmy a plus d'espace qu'il n'en a besoin. Donc,
la solution logique est que Jessica s'installe dans sa chambre. Et où dormirais-je exactement, ai-je demandé. Derek a haussé les épaules. Le canapé, un matelas gonflable, peu importe. Un jeune comme toi n'a pas besoin de beaucoup d'espace. L'important est de s'assurer que la mère de mon enfant ait des conditions de vie décentes. Le rejet désinvolte de mes besoins et de mon confort était exaspérant, mais j'ai essayé de garder mon calme. Derek, c'est mon appartement, que je possède et pour lequel je paie. Les décisions majeures concernant le logement nécessitent mon accord. L'expression de Derek s'est durcie. Écoute, Jimmy, je comprends que tu sois attaché à ton petit confort ici, mais parfois la vie exige des sacrifices pour le bien de la famille. Ta sœur porte mon enfant, et cela fait de son bien-être la responsabilité de chacun. Pendant que Derek parlait, un autre homme est apparu dans l'embrasure de ma porte. Ce nouveau venu était plus âgé, vêtu d'un costume gris d'apparence coûteuse et portant une mallette qui suggérait une autorité professionnelle. « Désolé pour le retard », a dit l'homme en entrant dans mon appartement sans y être invité. La circulation était épouvantable en centre-ville. Derek a souri et a fait un geste vers le nouveau venu. « Jimmy, voici Harold Patterson, l'avocat de la famille. Il est là pour t'expliquer tes obligations légales concernant la situation de logement de Jessica. » Harold a posé sa mallette sur ma table basse, déplaçant mes documents de propriété, et a sorti plusieurs papiers officiels. « Monsieur Thompson, je crains qu'il n'y ait des questions juridiques concernant les conditions de vie de votre sœur qui nécessitent une attention immédiate. » Quel genre de questions juridiques, ai-je demandé, déjà méfiant face à cette arrivée si opportune. Harold a ajusté ses lunettes à monture métallique et a parlé d'un ton destiné à paraître autoritaire. En vertu des lois du Michigan sur l'abandon de famille, les frères et sœurs ont certaines obligations légales de fournir une aide au logement aux proches enceintes confrontées au sans-abrisme. Le fait de ne pas fournir cette aide peut entraîner une responsabilité civile et, dans des cas extrêmes, des poursuites pénales. Cette affirmation me paraissait douteuse, mais Harold la présentait avec suffisamment de jargon juridique et d'assurance pour se montrer intimidant. Il a étalé plusieurs documents sur ma table, pointant du doigt des sections de texte surlignées. Derek s'est rapproché de moi, utilisant l'avantage de sa taille pour créer une atmosphère physiquement menaçante. Tu vois, Jimmy, il ne s'agit plus seulement de loyauté familiale. Il s'agit d'exigences légales que tu ne peux pas ignorer. Et les sanctions pour violation de ces lois peuvent être très sévères, a ajouté Harold. Des dommages-intérêts financiers, des arrangements de logement ordonnés par le tribunal, et une possible responsabilité pénale pour mise en danger d'enfants si la femme enceinte est contrainte de vivre dans des conditions dangereuses. Je me sentais acculé et intimidé par la combinaison des menaces juridiques et de la pression physique. Derek continuait à se placer entre moi et la porte, tandis que la présentation juridique autoritaire de Harold me faisait douter de mes propres droits et connaissances. De plus, a poursuivi Harold, si mademoiselle Thompson intentait un procès pour abandon de famille, le tribunal pourrait potentiellement ordonner le transfert d'actifs immobiliers pour garantir un logement adéquat à la mère et à l'enfant. Le transfert d'actifs immobiliers, ai-je répété. Dans les cas extrêmes, oui, le tribunal a un large pouvoir discrétionnaire pour protéger les femmes enceintes et les enfants de l'abandon de famille, y compris en ordonnant aux membres de la famille le plus stable financièrement de fournir un logement ou une compensation. Derek s'est approché encore plus de moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum et ressentir sa présence intimidante. Jimmy, on n'essaie pas d'être déraisonnable ici. On veut juste s'assurer que Jessica et mon gamin aient ce dont ils ont besoin. Mais si tu nous forces à passer par la voie légale, les choses pourraient devenir beaucoup plus compliquées pour toi. Beaucoup plus compliquées, a acquiescé Harold. Les seuls frais de justice pourraient s'élever à des dizaines de milliers de dollars. Et cela sans compter les dommages-intérêts potentiels et les arrangements de logement ordonnés par le tribunal. Jessica semblait sincèrement bouleversée par l'escalade de la tension. Derek, peut-être qu'on devrait laisser un peu de temps à Jimmy pour y réfléchir, a-t-elle suggéré faiblement. Du temps pour réfléchir à quoi, a rétorqué Derek. Sa sœur enceinte a besoin d'un logement et il a un logement. Ce n'est pas compliqué. Derek s'est déplacé pour se positionner directement devant moi, sa carrure musclée bloquant mon chemin vers la porte. Jimmy, j'essaie d'être raisonnable ici, mais j'ai besoin de savoir que ma petite amie et mon gamin vont être pris en charge. Si tu ne peux pas assumer ton rôle et faire ce qu'il faut en tant que frère, alors je devrais peut-être jouer un rôle plus actif pour protéger leurs intérêts. La menace était claire,
et le positionnement physique de Derek ne laissait aucun doute sur sa volonté d'utiliser l'intimidation pour obtenir ce qu'il voulait. Je me sentais pris au piège dans mon propre appartement, entouré de personnes qui utilisaient la manipulation juridique et des menaces voilées pour forcer mon obéissance. Qu'est-ce que tu es en train de dire, exactement, Derek? Je dis que le bien-être de Jessica est ma priorité absolue, et que je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'elle ait un logement convenable pendant sa grossesse. J'espère que nous pourrons régler cela en famille, mais si ce n'est pas le cas, nous explorons d'autres options. Harold a hoché la tête gravement. Le système juridique offre plusieurs mécanismes pour protéger les femmes enceintes de l'abandon de famille. Nous préférerions résoudre cela à l'amiable, mais nous sommes prêts à poursuivre tous les recours disponibles si nécessaire. Alors que Derek se penchait plus près pour insister sur son point de vue, sa veste s'est légèrement entr'ouverte et j'ai aperçu ce qui ressemblait étrangement à une arme rangée dans un étui sous son bras. Cette vision m'a glacé le sang et a rendu le niveau de menace de cette rencontre limpide. Alors, qu'est-ce que ça va être, Jimmy? A demandé Derek, son visage à quelques centimètres du mien. Est-ce que tu vas faire ce qu'il faut pour ta sœur, ou devons-nous trouver d'autres moyens de résoudre cette situation? Après le départ de Derek et Harold, qui avaient promis de revenir le lendemain pour obtenir ma décision finale, j'ai attendu exactement 30 minutes avant de commencer mon enquête. Quelque chose dans toute cette rencontre semblait orchestré et faux, et j'étais déterminé à découvrir ce qui se passait réellement. J'ai commencé par faire des recherches sur Harold Patterson en ligne. Une simple recherche Google a révélé que s'il existait bien un avocat nommé Harold Patterson exerçant dans le Michigan, sa spécialité était le droit fiscal et son bureau se trouvait à plus de 320 km de là, à Détroit. Plus important encore, l'homme qui s'était présenté chez moi ne ressemblait en rien à la photo professionnelle du site web du véritable cabinet d'avocats de Harold Patterson. Ensuite, j'ai cherché des informations sur les lois du Michigan concernant l'abandon de famille. Après avoir consulté plusieurs bases de données juridiques et sites de lois d'État, j'ai confirmé ce que je soupçonnais, il n'existait aucune loi de ce type capable de forcer un frère ou une sœur à fournir un logement sous peine de poursuite pénale. Toute la menace juridique avait été entièrement inventée. Mais mes découvertes les plus troublantes ont concerné Derek Miller. Une simple recherche sur Facebook a révélé le profil de Derek, rempli de publications et de photos inquiétantes qui peignaient un portrait bien différent de son personnage. Au cours des dernières semaines, il avait publié des photos de lui-même devant mon immeuble d'appartement avec des légendes telles que « repérage du nouvel endroit » et « c'est l'heure de passer au niveau supérieur ». Ces publications dataient de plusieurs jours avant la confrontation d'aujourd'hui, ce qui signifiait que Derek planifiait cette prise de contrôle depuis bien plus longtemps que ce que quiconque avait admis. En creusant davantage dans la présence de Derek sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé des liens avec plusieurs femmes qui avaient publié des avertissements à son sujet dans des groupes Facebook locaux. Ces femmes décrivaient Derek comme manipulateur, contrôlant et exploiteur sur le plan financier. Une femme, Sarah, avait publié un avertissement détaillé à peine 2 mois plus tôt, décrivant comment Derek l'avait convaincu d'obtenir un logement et de l'argent auprès de sa famille sous de faux prétextes. Avant d'utiliser son appartement à ses propres fins tout en entretenant des relations avec plusieurs autres femmes. Une autre femme, Crystal, avait écrit sur la tendance de Derek à cibler des femmes ayant des relations familiales qu'il pouvait exploiter pour obtenir un logement et un soutien financier. Elle décrivait comment il l'avait convaincu de demander de l'argent à ses parents pour couvrir des dépenses d'urgence qui n'avaient jamais existé, pour ensuite disparaître avec le liquide. Plus mes recherches avançaient, plus le profil type de Derek devenait évident. Il repérait des femmes disposant de ressources familiales, notamment des biens immobiliers ou des actifs financiers, puis nouait des relations spécifiquement pour exploiter ces liens. La grossesse de Jessica s'inscrivait parfaitement dans ce schéma. Elle créait un sentiment d'urgence, des opportunités de manipulation affective et des justifications d'apparence légale pour ses exigences. J'ai également découvert le passé criminel de Derek grâce au registre public des tribunaux. Il avait fait l'objet d'arrestations pour violences domestiques remontant à 5 ans et impliquant 3 femmes différentes. Il avait été accusé de fraude dans 2 affaires distinctes d'escroquerie à la location, où il avait convaincu des personnes de payer des cautions pour des appartements dont il n'était pas propriétaire. Plus récemment, il faisait l'objet de mandats d'arrêt en cours dans l'Ohio et en Pennsylvanie pour des fraudes similaires. Mais la découverte la plus glaçante a été le casier judiciaire de Derek pour intimidation et agression. Les rapports de police décrivaient sa méthode consistant à utiliser sa présence physique et des menaces implicites pour contraindre ses victimes à obéir. Dans un cas, il avait convaincu le frère d'une femme de lui céder le titre de propriété de sa voiture sous des menaces de violence,
affirmant que le frère ne prenait pas soin de ses responsabilités familiales. Armé de ces informations, j'ai compris que Jessica était probablement une autre victime de la manipulation de Derek plutôt qu'une complice volontaire du projet. La chronologie de leur relation coïncidait avec sa perte d'emploi et ses problèmes financiers, ce qui suggérait que Derek l'avait ciblée pendant une période de vulnérabilité. J'ai décidé d'appeler Amanda, ma cousine qui logeait Jessica, pour vérifier certains éléments de l'histoire et éventuellement la mettre en garde contre le passé de Derek. « Jimmy, je suis tellement contente que tu appelles », a immédiatement dit Amanda. « Ça fait des semaines que je m'inquiète pour Jessica. Quelque chose ne va vraiment pas dans sa situation. » « Que veux-tu dire ? » Ce type, Derek, est un vrai danger. Il contrôle tous les aspects de la vie de Jessica depuis qu'elle s'est installée ici. Il surveille ses appels téléphoniques, lui dit à qui elle peut parler ou non, et il fait pression sur elle pour qu'elle soutire de l'argent et un logement à votre famille. Amanda a expliqué que Derek vivait chez elle de manière officieuse depuis 2 semaines. Bien qu'il ne figure pas sur le bail et ne participe pas aux dépenses, il avait convaincu Jessica que s'adresser à sa famille pour un logement était une décision financière intelligente, et l'avait entraînée sur ce qu'elle devait dire pour maximiser l'impact émotionnel. Jessica ne voulait pas impliquer tes parents au départ, a poursuivi Amanda. Elle avait honte de l'expulsion et voulait s'en sortir de manière indépendante. Mais Derek a insisté sans relâche, disant que l'argent de la famille était plus facile à obtenir qu'un travail, et qu'elle pouvait utiliser sa grossesse pour faire culpabiliser les gens afin qu'ils l'aident. Le tableau devenait plus clair. Derek avait identifié la famille de Jessica comme une ressource à exploiter et l'avait manipulée pour en faire son point d'accès. Les mensonges sur le fait de dormir dans sa voiture, la chronologie exagérée et la mise en scène dramatique étaient tous des idées de Derek conçues pour pousser la manipulation émotionnelle à son paroxysme. Amanda, est-ce que Derek a déjà menacé Jessica ou s'est montré violent envers elle? Pas que j'ai vu directement, mais Jessica est devenue de plus en plus anxieuse et nerveuse depuis qu'il est là. Elle semble terrifiée à l'idée de le contredire ou de prendre des décisions sans son approbation. Et à plusieurs reprises, je les ai entendus se disputer et Jessica pleurait. J'ai compris que Jessica subissait probablement de la violence domestique et de la coercition, ce qui expliquait sa soumission au plan de Derek même lorsqu'elle semblait mal à l'aise avec cette tromperie. Encore une chose, Jimmy, a ajouté Amanda. Derek se vante auprès des gens de son plan pour s'approprier ton appartement. Il raconte qu'il a trouvé un moyen d'obtenir un logement gratuit en manipulant la famille de Jessica et montre des photos de chez toi comme si l'endroit lui appartenait déjà. Cela confirmait mes soupçons, Derek planifiait cette appropriation depuis des semaines et avait spécifiquement ciblé les biens de ma famille à travers sa relation avec Jessica. J'ai passé le reste de la soirée à documenter tout ce que j'avais appris et à élaborer un plan pour dénoncer la manipulation de Derek tout en protégeant Jessica de ses représailles. J'ai également fait des recherches sur les ressources d'aide aux victimes de violences domestiques et sur les options juridiques pour faire face aux antécédents criminels de Derek et à ses mandats d'arrêt en cours. La prise de conscience la plus importante a été qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger mon appartement, mais de protéger ma sœur d'un criminel violent et manipulateur qui utilisait sa grossesse pour exploiter notre famille entière. La propension de Derek à cibler des femmes vulnérables et les ressources de leur famille faisait de lui une menace réelle pour la sécurité et le bien-être de Jessica. J'ai décidé de contacter le département de police le lendemain matin pour signaler les mandats d'arrêt en cours de Derek et discuter de sa dynamique de fraude et d'intimidation. J'avais également prévu d'organiser une rencontre avec Jessica, loin de l'influence de Derek, pour lui montrer les preuves de son passé criminel et lui offrir un véritable soutien pour s'extirper de cette relation en toute sécurité. Mais d'abord, je devais documenter les menaces et le harcèlement de Derek lors de notre rencontre du jour. J'ai pris des notes détaillées sur ses tactiques d'intimidation, le faux avocat, les affirmations juridiques frauduleuses et les menaces de violence implicites de Derek. Cette documentation serait cruciale pour toute action en justice et pour nous protéger, Jessica et moi, de l'escalade manipulatrice de Derek. La situation était bien plus grave qu'un simple différend familial lié au logement. Derek était un criminel de carrière spécialisé dans l'exploitation des familles à travers des relations manipulées, et il avait identifié mon appartement ainsi que les biens de ma famille comme sa prochaine cible. L'arrêté exigerait une planification minutieuse et une aide professionnelle, mais j'étais résolu à protéger Jessica et à exposer les manigances de Derek avant qu'il ne puisse causer d'autres dommages. Le lendemain matin, j'ai contacté l'inspectrice Lisa Rodriguez au département de police local pour discuter des mandats d'arrêt en cours et du casier judiciaire de Derek. Après avoir examiné les preuves que j'avais rassemblées, elle a confirmé que Derek était recherché dans plusieurs juridictions et a accepté d'aider à son arrestation. Monsieur Thompson,
sur la base des mandats d'arrêt et du schéma de comportement que vous avez décrit, Derek Miller représente une menace réelle pour la sécurité de votre sœur, a expliqué l'inspectrice Rodriguez. Nous pouvons coordonner son arrestation, mais nous devrons assurer la sécurité de Jessica et obtenir sa coopération en tant que témoin potentiel. Nous avons élaboré un plan consistant à organiser une réunion de famille dans mon appartement en présence de Derek, ce qui permettrait à la police d'exécuter les mandats d'arrêt tout en recueillant des preuves de ses combines de fraude et d'intimidation. L'inspectrice Rodriguez posterait des agents à proximité pour intervenir dès que Derek deviendrait inévitablement agressif. J'ai également appelé ma cousine Amanda et la meilleure amie de Jessica, Rachel, leur demandant d'assister à la réunion en tant que témoins de soutien qui se souciaient sincèrement du bien-être de Jessica. Les deux femmes ont accepté de participer et d'aider Jessica à comprendre la réalité de la manipulation de Derek. Jimmy, je suis tellement soulagé que tu fasses quelque chose, a déclaré Rachel. Jessica était si indépendante et confiante autrefois, mais elle a complètement changé depuis que Derek est entré dans sa vie. Cela fait des mois que je m'inquiète pour elle. Cet après-midi-là, j'ai appelé mes parents et Jessica pour organiser la réunion, en la présentant comme ma décision finale concernant l'arrangement de logement. Et j'entendais Derek guider Jessica en arrière-plan pendant notre conversation téléphonique, lui dictant les questions à poser et les réponses à donner. Demain à 14h, ai-je dit à Jessica, tout le monde devrait venir pour que nous puissions finaliser les détails et discuter des attentes. Quand Derek a pris le téléphone, son ton était triomphant et possessif. Choix judicieux, Jimmy. Je savais que tu retrouverais la raison une fois que tu aurais compris la situation juridique. Nous serons là pour régler les détails de l'emménagement de Jessica. En fait, Derek, j'ai préparé une réponse complète aux préoccupations juridiques d'hier. Je pense que tu vas trouver cela très intéressant. L'assurance dans la voix de Derek a légèrement vacillé. Quel genre de réponse? Tu verras demain. Assure-toi simplement que Harold vienne aussi. J'ai quelques questions à lui poser sur les lois du Michigan qu'il a mentionnées. Le lendemain, Derek et Jessica sont arrivés à mon appartement pile à l'heure. Derek affichait la démarche assurée de quelqu'un qui pensait avoir manipulé la situation avec succès. Jessica semblait épuisée et anxieuse, et elle ne cessait de jeter des coups d'œil à Derek comme pour lui demander la permission avant de parler. « Où est Harold ?» ai-je demandé. Derek a semblé mal à l'aise. Il avait une autre affaire aujourd'hui, mais nous pouvons régler les détails nous-mêmes. C'est regrettable. J'avais des questions juridiques très spécifiques à lui poser. Amanda et Rachel sont arrivés quelques minutes plus tard, et le comportement de Derek est immédiatement devenu plus agressif lorsqu'il a réalisé que d'autres personnes assisteraient à la conversation. C'est qui, elle, a exigé Derek. De la famille et des amis qui se soucient du bien-être de Jessica, ai-je répondu calmement. Mes parents sont arrivés en dernier, l'air nerveux et hésitant. Ils s'étaient manifestement attendus à un arrangement simple où je capitulerais devant leurs exigences, et la présence de témoins supplémentaires les mettait mal à l'aise. Jimmy, a dit ma mère, je croyais que cela devait être une discussion de famille. C'est une discussion de famille, maman. Amanda fait partie de la famille et Rachel est la meilleure amie de Jessica. Tout le monde ici se soucie de ce qu'il y a de mieux pour Jessica et le bébé. Derek s'est positionné entre Jessica et les autres femmes, un geste qui n'a pas échappé à Amanda et Rachel. Son langage corporel visait clairement à contrôler les interactions et les réactions de Jessica. Allons droit au but, a dit Derek d'un ton agressif. Jimmy a accepté de laisser Jessica s'installer dans la chambre, nous n'avons donc plus qu'à régler la logistique. En fait, Derek, je n'ai rien accepté du tout. J'ai dit que j'avais une réponse complète à tes préoccupations juridiques, et je pense que tu vas la trouver très éclairante. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti un dossier épais contenant toutes mes recherches de la veille. Commençons par ton expert juridique, Harold Patterson. J'ai montré à Derek une impression du site web du véritable cabinet d'avocats de Harold Patterson, y compris des photos professionnelles montrant clairement une personne différente de l'homme qui était venu dans mon appartement. Voici le vrai Harold Patterson, avocat fiscaliste à Détroit. L'homme que tu as amené ici hier était un imposteur présentant des revendications juridiques frauduleuses. L'expression assurée de Derek a commencé à se fissurer. Cela ne change rien aux exigences légales concernant les obligations de logement familial. En fait, si, car ces exigences légales n'existent pas, j'ai sorti des copies des lois de l'État du Michigan et de mes recherches juridiques. J'ai passé plusieurs heures hier à rechercher chaque statut du droit de la famille dans le Michigan,
et aucun d'entre eux n'oblige les frères et sœurs à fournir un logement sous peine de poursuite pénale. Jessica semblait confuse et inquiète. Derek, tu as dit que les problèmes juridiques étaient réels. Ils sont réels, a insisté Derek, mais sa voix manquait de conviction. Alors explique ceci, ai-je dit en sortant mon téléphone pour lui montrer ses publications sur les réseaux sociaux. Ce sont des photos que tu as publiées sur Facebook il y a 5 jours, te montrant devant mon immeuble avec des légendes sur le fait de repérer le nouvel endroit et de passer au niveau supérieur. Tu planifiais cette prise de contrôle avant même que Jessica ne contacte notre famille. La pièce est devenue silencieuse à mesure que chacun mesurait la portée de ces révélations. Derek avait planifié de s'emparer de mon appartement bien avant la soi-disant crise familiale, ce qui signifiait que toute l'histoire de l'hébergement d'urgence était une fraude préméditée. Amanda a fait un pas en avant. Jessica, Derek vit dans mon appartement depuis 2 semaines sans figurer sur le bail, et il te pousse à demander de l'argent et un logement à ta famille depuis qu'il s'est installé. Rachel a ajouté, Jessica, tu dois savoir que plusieurs femmes de la ville ont publié des avertissements sur Derek en ligne. Il a pour habitude de manipuler les femmes pour obtenir de l'argent et un logement de leur famille. Le masque de calme de Derek s'est complètement effondré. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, a-t-il grogné à l'adresse de Rachel. Ce sont des affaires de famille qui ne vous regardent pas, la sécurité de Jessica nous concerne tous, a réplique fermement Rachel. J'ai sorti les preuves les plus accablantes, le casier judiciaire de Derek et ses mandats d'arrêt en cours. Derek, tu as des arrestations pour violences domestiques impliquant 3 femmes différentes. Tu es accusé de fraude dans 2 États pour des escroqueries à la location. Et tu fais actuellement l'objet de mandats d'arrêt actifs dans l'Ohio et en Pennsylvanie. Le visage de Derek a blêmi, avant de devenir rouge de colère. Tu n'as pas le droit de fouiller dans mon passé, a-t-il hurlé. J'ai parfaitement le droit de faire des recherches sur les antécédents criminels de quelqu'un qui me menace dans ma propre maison, ai-je répondu. Jessica avait l'air horrifiée en assimilant ces informations. Derek, c'est vrai? Tu as vraiment été arrêté pour violence domestique? Ces femmes mentaient, a dit Derek désespérément. Elles essayaient de se venger parce que j'avais mis fin à nos relations. 3 femmes différentes dans 3 villes différentes mentant toutes sur la même chose, a demandé Amanda avec scepticisme. Sentant sa manipulation lui échapper, Derek est devenu de plus en plus agité. Il s'est avancé vers moi de manière agressive, les poings serrés. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques, Jimmy, a-t-il menacé. Je ne vais pas te laisser gâcher ça pour Jessica et mon enfant. En fait, Derek, c'est toi qui gâches tout pour Jessica. Tu utilises sa grossesse pour manipuler ma famille tout en exploitant sa détresse financière. Derek s'est approché encore plus de moi, le visage déformé par la rage. Ferme ta gueule avant que je ne la ferme pour toi. Est-ce que tu me menaces, Derek? Je te promets que si tu n'arrêtes pas de te mêler des affaires de ma famille, il y aura des conséquences. À ce moment-là, Derek a glissé la main à l'intérieur de sa veste, et j'étais certain qu'il cherchait une arme. Mais au lieu d'un pistolet, 3 policiers ont fait irruption par la porte de mon appartement, l'inspectrice Rodriguez en tête. Derek Miller, vous êtes en état d'arrestation en vertu de mandats d'arrêt actifs de l'Ohio et de la Pennsylvanie, a annoncé l'inspectrice Rodriguez. Derek s'est retourné sous le choc alors que les agents l'encerclaient. C'est du harcèlement. Je n'ai rien fait de mal. Vous avez le droit de garder le silence, a dit un policier tout en lui passant les menottes. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Derek s'est débattu contre les menottes, hurlant des menaces à toutes les personnes présentes dans la pièce. Ce n'est pas fini, Jessica. Ne les laisse pas te retourner contre moi. Souviens-toi de qui s'est occupé de toi. Mais Jessica pleurait de ce qui ressemblait à du soulagement plutôt qu'à de la détresse. Je suis tellement désolé, Jimmy, a-t-elle chuchoté. Je ne savais rien de ses antécédents criminels. Je croyais qu'il m'aimait vraiment. Alors que la police l'emmenait menotter, Derek a continué de hurler des menaces et des accusations. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Jimmy. Quand je sortirai, je m'en souviendrai. L'inspectrice Rodriguez est restée pour prendre les dépositions de toutes les personnes présentes et recueillir des preuves des manigances de fraude et d'intimidation de Derek. Mademoiselle Thompson, nous aurons besoin de votre coopération en tant que témoin de la manipulation de Derek et de toutes les menaces ou comportements de contrôle que vous avez subis. Est-ce qu'il pourra sortir de prison et s'en prendre à moi, a demandé Jessica avec crainte. Avec plusieurs mandats d'arrêt en cours et les preuves d'activité criminelle continue,
Derek restera probablement en détention pendant un bon moment, l'a rassuré l'inspectrice Rodriguez. Et nous pouvons vous aider à obtenir une ordonnance de protection pour votre sécurité supplémentaire. Le soulagement dans la pièce était palpable alors que chacun réalisait que la menace était écartée et que Jessica était à l'abri de la manipulation de Derek. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Derek, la vérité sur la situation de Jessica est devenue beaucoup plus claire. Libérée de l'emprise et du contrôle de Derek, elle a enfin pu parler honnêtement de ce qui s'était passé dans sa vie. Jimmy, j'ai tellement honte de la façon dont je me suis laissé utiliser, m'a confié Jessica lors d'une conversation privée dans mon appartement 3 jours plus tard. Derek m'a convaincu que m'adresser à la famille pour un logement était une gestion financière intelligente, pas de la manipulation. Il faisait paraître tout cela raisonnable alors que j'avais peur et que j'étais désespéré. Elle a expliqué comment Derek l'avait progressivement isolé de ses amis et des membres de sa famille qui auraient pu remettre en question son influence. Il l'avait persuadé que les personnes qui le critiquaient étaient jalouses ou ne comprenaient pas leur relation. La grossesse l'avait rendue encore plus vulnérable et dépendante de son soutien. Quand j'ai perdu mon travail et que j'ai été expulsé, Derek est apparu comme un chevalier blanc, proposant de l'aide et des solutions, a poursuivi Jessica. Avec l'arrestation de Derek, Jessica était enfin libre de prendre des décisions concernant sa grossesse et son avenir sans son influence coercitive. Elle a choisi de retourner temporairement dans l'appartement d'Amanda tout en travaillant avec un conseiller spécialisé dans la reconstruction après des violences domestiques. Mes parents ont été anéantis en comprenant à quel point Derek avait manipulé toute la famille. Jimmy, nous te devons de sincères excuses, a déclaré mon père lors d'une réunion de famille la semaine suivante. Nous nous sommes laissés emporter par le scénario d'urgence de Derek et nous avons oublié de respecter tes limites et ton indépendance. Linda était particulièrement bouleversée en réalisant comment Derek avait exploité le rat d'aider Jessica. J'étais tellement inquiète pour le bébé et la sécurité de Jessica que je n'ai pas analysé de manière critique les solutions qui nous étaient présentées. Je voulais simplement résoudre la crise le plus vite possible. Grâce à des séances de thérapie familiale, nous avons découvert les tactiques de manipulation utilisées par Derek et appris comment les familles peuvent se protéger de ce genre d'exploitation à l'avenir. Le thérapeute nous a aidés à comprendre que Derek avait spécifiquement ciblé notre dynamique familiale et nos ressources financières à travers sa relation avec Jessica. Les prédateurs comme Derek excellent à identifier les vulnérabilités familiales et à les exploiter par le biais de crises fabriquées de toutes pièces, a expliqué notre thérapeute. Il crée un sentiment d'urgence et une pression émotionnelle qui poussent les familles à contourner les processus décisionnels habituels. Jessica a collaboré avec les services d'aide aux victimes pour obtenir une ordonnance d'interdiction de s'approcher contre Derek, qui a finalement été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude et condamné à 18 mois de prison. Son arrestation a incité d'autres victimes à se manifester avec des histoires similaires de manipulation et d'exploitation. Au cours des mois suivants, Jessica a fait des progrès remarquables pour reconstruire son indépendance et sa confiance en elle. Elle a trouvé un travail à temps partiel adapté au calendrier de sa grossesse, s'est inscrite à des cours de préparation à la naissance et a élaboré un budget réaliste pour sa future vie de mère célibataire. J'ai compris que l'aide selon Derek venait toujours avec des conditions et me rendait plus dépendante plutôt que plus capable, a analysé Jessica. La véritable aide renforce votre indépendance et soutient votre développement. Avec le soutien d'un accompagnement professionnel, Jessica a pris la décision réfléchie de confier le bébé à l'adoption à un couple aimant qui luttait contre l'infertilité depuis des années. Je ne suis pas prête à être parent, et ce bébé mérite des parents prêts à lui fournir tout ce dont un enfant a besoin, a-t-elle expliqué. Le processus d'adoption a été géré par une agence réputée, avec un soutien juridique complet et un accompagnement pour toutes les parties concernées. Jessica est restée en contact avec les parents adoptifs et s'est sentie sereine à l'idée que son enfant grandirait dans le foyer stable et aimant qu'elle souhaitait lui offrir, mais qu'elle n'était pas en mesure de créer elle-même. Alors qu'elle entamait sa reconstruction après ce traumatisme financier et émotionnel à l'âge de 23 ans, mes parents et moi avons reconstruit notre relation sur des bases de respect mutuel et de limites saines. Ils ont fini par comprendre et apprécier la vie que je m'étais bâtie, tandis que j'ai appris à faire preuve de compassion pour leurs difficultés sans pour autant cautionner la manipulation. Jimmy, nous sommes fiers de la façon dont tu as géré cette crise, a déclaré Robert lors d'un de nos dîners de famille mensuels. Tu t'es protégé toi-même ainsi que Jessica, tout en apportant une aide réelle quand c'était nécessaire. Linda a ajouté, nous avons appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas sacrifier son propre bien-être ou cautionner ses mauvais choix. Parfois, la véritable aide exige une certaine fermeté et une intervention professionnelle. 6 mois plus tard, Jessica avait son propre appartement à proximité de chez Amanda,
un emploi stable dans le service client, et suivait des cours à l'université à temps partiel pour terminer son diplôme en communication. Le bébé s'épanouissait auprès de ses parents adoptifs, qui envoyaient régulièrement des photos et des nouvelles à Jessica, comme convenu dans le plan d'adoption. Je me sens enfin à nouveau moi-même, m'a dit Jessica lors d'un de nos rendez-vous hebdomadaires autour d'un café. Derek m'avait presque persuadé que j'étais impuissante et que j'avais besoin que quelqu'un d'autre prenne des décisions à ma place. Maintenant, je sais que je suis capable de gérer ma propre vie. Nos réunions de famille sont devenues des dîners mensuels dans mon appartement où chacun respectait les limites des autres tout en maintenant des relations chaleureuses et solidaires. La crise avec Derek nous avait tous instruits sur la manipulation, la dynamique familiale et la différence entre une aide véritable et la complaisance face au dysfonctionnement. J'ai gardé mon appartement exactement comme je le voulais, mais il est aussi devenu un endroit où les membres de ma famille se sentaient les bienvenus et soutenus. Jessica apportait souvent le dessert pour nos dîners, mes parents préparaient leur célèbre rôti de bœuf, et Amanda et Rachel sont devenus des habitués qui apportaient des rires et du recul à nos conversations. Cette expérience m'a appris que protéger ses limites ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Cela vous rend assez fort pour apporter une aide authentique lorsque les gens en ont réellement besoin. La manipulation de Derek avait tenté de convaincre notre famille que l'amour exigeait le sacrifice et la soumission. Mais nous avons appris que l'amour véritable respecte l'indépendance et soutient le développement de chacun. En repensant à cette semaine éprouvante où ma famille a fait irruption dans mon appartement avec des exigences et des ultimatums, je suis reconnaissant de la force que j'ai trouvée pour me défendre et enquêter sur la situation réelle. Si j'avais cédé à la manipulation affective, Derek aurait réussi à exploiter notre famille entière tandis que Jessica serait restée prisonnière d'une relation abusive. Parfois, la plus belle preuve d'amour que l'on puisse donner aux membres de sa famille est de refuser de cautionner leurs choix destructeurs tout en leur offrant un soutien sincère vers des solutions saines. Jessica avait besoin d'être protégée de la manipulation de Derek, pas d'être complice de ses projets. Mes parents avaient besoin d'être sensibilisés aux tactiques de manipulation, pas d'être confortés dans leur complaisance. Aujourd'hui, notre famille est plus unie et plus saine que jamais. Nous communiquons ouvertement, respectons les limites de chacun et offrons un soutien qui favorise l'indépendance plutôt que de créer de la dépendance. Jessica s'épanouit en tant que jeune femme confiante et capable, qui a fait des choix difficiles mais responsables pour son avenir. Le bébé qu'elle a confié à l'adoption a des parents aimants qui envoient régulièrement des nouvelles montrant un enfant heureux et en bonne santé grandissant dans un foyer stable. L'appartement que Derek a essayé de me voler reste mon sanctuaire et le lieu de rassemblement d'une famille qui comprend désormais la valeur du respect mutuel et des limites saines. Chaque mois, lorsque nous nous réunissons pour dîner, cela me rappelle que protéger ce pourquoi l'on a travaillé n'est pas égoïste. C'est la base qui permet d'aider sincèrement les autres lorsqu'ils ont vraiment besoin de soutien. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui tentaient de vous manipuler lors d'une crise? Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre vous protéger et offrir une aide sincère aux personnes que vous aimez? J'aimerais beaucoup lire vos avis et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à aimer cette histoire si elle vous a parlé. Abonnez-vous pour d'autres récits sur la dynamique familiale et le développement personnel, et partagez-la avec quiconque pourrait bénéficier d'une meilleure compréhension des tactiques de manipulation et de la définition de limites saines. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que, parfois, le geste le plus aimant que vous puissiez faire est de refuser de cautionner un comportement destructeur tout en offrant un soutien sincère pour un changement positif.